Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la facturation électronique, donc pour vous préparer à 2024. Je me présente, je m'appelle Sébastien Sabin, je suis directeur chez TGS France et je suis accompagné d'Éric Flamancourt, expert comptable associé TGS France. Voilà, et tous les deux, nous allons animer le webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas à couper en fait tout ce que vous avez autour au niveau des programmes, voilà, sur votre ordinateur, pour bien nous entendre et puis voir l'image. Et puis donc on démarre immédiatement. Eric, je te laisse la parole. Merci Sébastien. Donc c'est parti. On va aborder de manière générale ce qu'est la facturation électronique et ce qui va se passer d'ici 2024 et le 1er janvier 2026, comme vous allez le constater. Alors, attendez, je ne maîtrise pas encore complètement. Voilà. On va faire sur 5 points un peu l'état des lieux de la réforme. Vous verrez que c'est une réforme qui continue à bouger. Donc chaque jour, on a une petite nouveauté. Donc comme on appelle, quand on refait les plates, c'est pas complètement sec, mais quand même, on commence à avoir suffisamment d'informations pour vous décrire les contours de cette réforme. On va faire un focus justement de quoi parle-t-on entre les acronymes que vous commencez à voir apparaître PPF, PDP, OD, hein, donc opérateur de dématérialisation, plateforme de dématérialisation partenaire et portail public de facturation. On fera ensuite un focus sur qui est concerné, quelles sont les entreprises qui vont être concernées par ce dispositif-là, les échéances, et vous verrez que en la matière, eh bien, ils ont inventé de nouvelles échéances pour les entreprises et un nouveau cadencement de ces échéances. Et enfin, les obligations, et on fera un focus sur l'accompagnement aussi que peut apporter TGS. Alors, Alors, je sur te les coupe juste 2 secondes, excuse-moi Eric. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous avez le chat, donc beaucoup d'entre vous l'ont vu. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Nous avons Jean-Marie Bouillet, également expert comptable associé, qui se fera un plaisir de vous répondre. Et s'il n'a pas la réponse immédiate, on pourra traiter vos questions en fin de ce webinaire. Voilà, merci à vous. Alors, sur l'état des lieux de la réforme. Alors, pourquoi cette réforme? Ah, voilà. Pourquoi cette réforme? Évidemment parce que, et ça il faut jamais l'oublier, au niveau de la direction générale des impôts, c'est une perte sur la TVA. Ils veulent donc, en fait, ils espèrent, en fait, recueillir de 20 à 25 milliards de TVA supplémentaires et c'est, réellement l'objectif principal de toute cette réforme. Ensuite, évidemment, on a aussi le volume, échangé et l'impact que su a sur l'environnement avec, 11 millions d'arbres, 36 millions de tonnes d'eau et puis 3 millions de tonnes de CO2 émis. Ça, c'est ce qui est tout à fait exact, hein, donc c'est vrai que là aussi, on devrait avoir des économies et une rationalisation, des ressources un peu meilleure, hein, même si, les data centers consomment, un peu de CO2, un peu d'eau en refroidissement, mais globalement, ils sont un petit peu plus économes que, la gestion de ces 2,5 milliards de factures, qui existent à l'heure actuelle. On aura aussi, et c'est vrai, de l'économie de temps qui va apparaître, ça c'est dans les points positifs, hein, et une réduction du temps de traitement d'une facture, hein. Donc là-dessus, l'ensemble on verra, mais ça, il y a des gains de temps attendus, notamment sur, le paiement des factures à terme. J'insiste sur le terme «à terme». Au commencement, bah, il faut le temps qu'on s'adapte, il faut le temps que tout se mette en place, mais véritablement à terme, on devrait avoir, une réduction du temps du traitement, de la facture et donc du paiement. Donc voilà, donc retenez quand même que l'objectif principal et j'y reviendrai dessus puisque, de l'administration, c'est bien, diminuer, récupérer, en fait la perte sur la TVA et vous verrez que, ils vont, arriver aussi à pré-remplir en fait les déclarations de TVA. Donc, là aujourd'hui, on doit les remplir de A jusqu'à Z et bien demain, toute, l'information qu'ils recueillent va permettre de construire en fait la base TVA, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'obligation de communication pour les entreprises à prestation de services, la communication, du, paiement.
des factures. Voilà sur, le premier le 1 slide. Pour aller un peu plus sur, ce contexte et puis les objectifs, hein, donc je vous le dis, hein, le 1 on l'a mis vraiment, c'est, fraude à la TVA. Le second, c'est diminuer effectivement les coûts déclaratifs, le pré-remplissage, de la déclaration de TVA comme je vous l'indiquais. La réduction des coûts et délais de paiement, ça aussi, puisque vous allez pouvoir suivre de A jusqu'à Z le parcours de votre facture et donc savoir exactement où elle en est. Donc à terme, on va vraiment bénéficier d'une réduction du délai des paiements. Alors je le dis à terme parce qu'en fait, on n'est pas le premier pays à avoir, franchi, le cap de la facturation électronique et que ça, c'est une donnée qui a été constatée dans l'ensemble des pays. Également données constatées par l'administration française, par le biais de Chorus Pro. Alors, pas au démarrage, mais juste après, eh bien effectivement, le délai, de paiement, s'est réduit, notablement, hein. Il est aujourd'hui en dessous de 30 jours. Donc ce sont des indicateurs qu'ils vont suivre. Enfin et c'est pas le moindre, c'est aussi d'apporter au gouvernement une connaissance quasi temps réel de l'activité des entreprises. Grâce à la réception du volume des factures, grâce à l'analyse des factures qui sera faite, eh bien, ils seront aussi en capacité de déterminer si, l'économie va plutôt bien, si tel et tel secteur sont en forme ou pas en forme et d'orienter en fait le pilotage, des offres publiques ou des subventions publiques, par rapport à l'état de forme de telle et telle, activité. Ils vont vraiment recevoir un tableau de bord complet de ce qui se passe, au sein de la France. Alors, hop, le j'ai un petit temps de latence, hein, donc ça arrive, j'attends qu'il s'affiche, voilà. Donc les bénéfices attendus côté entreprise, parce que là, c'est vrai qu'on a regardé un petit peu les bénéfices qui étaient attendus, côté, DGFiP, hein, côté des impôts. Pour l'entreprise, ce qu'elle peut et ce qu'elle est en droit d'attendre, de cette nouvelle, réforme, c'est un gain de temps et réduction des coûts de traitement, de ces factures. Alors effectivement, aujourd'hui, la plupart des entreprises, génèrent un PDF, et puis l'envoient à leurs clients, alors soit par mail, soit mis à disposition sur un espace personnalisé pour leurs clients. Le PDF, ce qu'il faut comprendre et on reviendra dessus, hein, ce n'est pas une facture électronique, hein. C'est une facture papier électronique. Alors je vais mettre des gros guillemets, mais véritablement, lorsque vous lancez un PDF, c'est juste, c'est le même niveau que la facture papier et donc on n'est pas en facture électronique. Ça, c'est important qu'on le comprenne parce que si vous faites déjà du PDF, bien vous n'êtes pas en facture électronique. Il va falloir, associer en fait à ce fameux PDF un fichier dit XML, mais on revient là-dessus. Donc un gain de temps lié aux réductions, de l'émission de la facture, parce qu'on va pouvoir l'automatiser de plus en plus. L'amélioration du suivi de facture, ça c'est quasi certain. Et là, toute la chaîne se met, on a un certain nombre de statuts qui vont pouvoir être, reportés, donc on aura une vision exacte de est-ce qu'elle est arrivée, à destination? Est-ce qu'elle a été bloquée entre-temps? Est-ce qu'elle a été validée? Est-ce qu'elle a été refusée et pour quel motif? Enfin bref, vous allez recevoir de l'information grâce, à cette réforme. Ce qui va découler, c'est une amélioration du pilotage de l'activité de la tré et surtout de la trésorerie, hein, puisque, ayant, une vision, bien réelle de ce qui est émis, de, ce qui est accepté ou refusé, bien évidemment, on va avoir une réduction des temps de traitement des paiements et donc une amélioration, en tout cas à terme, sur, la trésorerie de toutes les entreprises. Ce qu'on attend aussi, c'est une réduction et une amélioration du traitement des litiges, notamment litiges liés au délai de paiement, puisque, toute la facture et tous les éléments liés à la facture vont être validés et sont nécessaires pour conduire cette facture électronique à terme jusqu'à son destinataire. On va donc, s'assurer en amont que toute l'information est bien présente pour qu'elle puisse être traitée par l'entreprise réceptrice, l'entreprise destinataire. Ce qui devrait éviter les blocages, les réponses du style, «Bah, je sais pas».
En compta, nous ne l'avons pas, on ne sait pas où elle est, donc écoutez, rémettez-la, renvoyez-la nous, on va la traiter et de ce fait là, bah, on décale, systématiquement tous les délais de paiement et c'est beaucoup de pertes administratives pour pas grand chose. Enfin, et c'est vrai, concurrence loyale entre les entreprises, hein, parce que celles qui, jouent le jeu, aujourd'hui, bah, sont de temps en temps en concurrence avec des entreprises qui sont un peu moins, regardants, je dirais sur, les règles en vigueur et notamment, sur, les, éléments de TVA. Donc là, l'administration a une meilleure vision sur ce qui se passe et peuvent intervenir un peu plus rapidement. On verra si à terme, ça rentre dans les clous. L'expérience italienne montre quand même néanmoins des rentrées fiscales, supplémentaires liées aux réformes, hein. Donc il y a des fortes chances qu'on ait, à peu près le même impact. Voilà les, bénéfices, qu'on est en que vous êtes en droit d'attendre, hein, et qui seront, je pense réellement présents. Ça, j'ai pas trop d'inquiétude. Par contre, certainement pas au premier jour de la réforme, hein, mais il va falloir, peut-être, 3 un bon trimestre, voire 2 trimestres pour se régler, pour que, chaque éditeur soit aussi, partie prenante dans la chaîne, pour que vous ayez une information qui remonte, mais de manière facilitée. Alors justement, si on regarde un peu et si on essaye de décrypter ce qu'est, une facture, électronique, on va aller, un peu plus près. Voilà, là c'est un schéma et on a fait un focus sur, FactureX. Alors, c'est quoi FactureX, hein? Vous savez ou pas d'ailleurs qu'on a, la possibilité en fait là l'Europe, a décidé que 3 normes seraient à disposition des entreprises pour faire voyager leurs factures: la norme UBL, la norme C2I et la norme FactureX. Les 2 premières que je viens de citer, ce sont des protocoles qui sont exclusivement dématérialisés. C'est-à-dire que là, il y a vraiment plus de traces de papier, on est en fichier, on échange exclusivement des fichiers. La France a fait, le choix de partir plutôt faire sur FactureX, hein. Bien évidemment, les 2 autres formats sont tout à fait, acceptables, hein, et acceptés par, l'ensemble de la chaîne. Mais pour, les entreprises, en tout cas pour les petites entreprises et les PME, on s'est dit que FactureX était plutôt un choix, d'intelligence parce qu'il associait en fait, la représentation et la lisibilité, de la facture et attention puisque dans le texte français, l'article 289 du code, général des impôts précise que la facture doit être lisible. Or un fichier, informatique et entre guillemets «lisible», mais franchement pour, voir si toutes les informations sont là, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal et effectivement la représentation de la facture au format PDF reste ce qu'il y a de plus lisible. Et pour une fois, on n'est pas du tout les seuls à avoir fait le choix, de FactureX, hein. L'Allemagne, qui est en train de basculer également sur la facture électronique, a fait le même choix. Donc on sera déjà au moins 2 acteurs principaux sur l'Europe à utiliser un, format, commun. Alors c'est quoi FactureX? Bah, c'est en fait le PDF que vous connaissez, hein, comme aujourd'hui. Vous avez l'image, là, vraiment rien ne change, hein, vous émettez votre PDF. La petite, différence, c'est que, ce PDF est associé à un fichier dit XML. Alors, c'est la syntaxe. C'est quoi un fichier XML? C'est un fichier à base de tags. Alors qu'est-ce que c'est un tag? Ben en fait, un tag, c'est l'information c'est la description de l'information qui sera entre le tag de début et le tag de fin. Par exemple, en XML, je vais avoir une date, de facture. Et donc j'ai un tag qui s'appelle date de facture. Ensuite je trouve la date de facture et ensuite je ferme, mon, tag et puis, j'ai l'information qui est encapsulée et qui me permet de non pas deviner, contrairement aux OCR, la nature de l'information, mais de lire l'information. Là, grâce à ça, grâce à ce fichier-là, eh bien je lis, que la date de facturation c'est, le 11 juillet, 2023 et non pas et je ne fais aucune confusion avec une date de livraison, une date d'échéance, une date de production, enfin bref, là je sais que je suis en train de lire ma date de facturation. Si je rentre un peu plus dans le détail de ce qu'est, la facture X justement, on a fait un petit focus, hein, avec un côté pile et puis un côté, verso, côté face. Donc côté pile, je vous l'expliquais, on voit toujours la lisibilité de la facture, là, c'est le côté, gauche de l'écran.
elle reste conforme à ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, là, il n'y a aucune différence. Simplement, lorsque vous l'ouvrez sous Acrobat Reader, la différence, elle saute un peu aux yeux. C'est-à-dire que vous avez le trombone qui est activé. En fait, en ouvrant sur Acrobat Reader, vous verrez le fichier Factorix. Et bien, en fait, vous avez un trombone actif. Et si vous cliquez sur ce trombone-là, vous allez ouvrir en fait le fichier XML qui est représenté au centre de l'écran. Alors, je pense que c'est assez lisible sur le centre de l'écran et c'est pour ça que je vous ai fait une petite, un petit, zoom pour vous montrer à quoi ça ressemble et je vous encourage d'ailleurs vivement à ne pas hésiter à ouvrir le fichier XML, hein. Vous ne pouvez pas le détruire, vous ne pouvez pas le modifier, donc là tout va bien, hein, c'est un fichier, mais ça vous permettra de voir un petit peu ce qui est contenu. En l'occurrence, je vous ai fait un petit extrait des données qu'on peut retrouver dans ce fichier XML et vous voyez mes fameux tags, si je prends, bah, voilà le nom de l'entreprise, TGS France et bien en fait il est, encapsulé entre un tag d'ouverture RAM de petit point name, un tag de fermeture slash RAM de petit point name et donc quand je tombe sur ce tag, bah, je sais que c'est le nom de l'entreprise. Si je veux avoir, le numéro SIRET, vous voyez 391 730 934 30 26 et bien, là, je vois que je suis sur un tag, qui est spécifié, specified legal organisation et ensuite un tag de ID 002 qui précise, le format attendu. Et donc je sais que sur ce tag-là, je vais retrouver le numéro SIRET de l'entreprise. On voit le code postal, on voit la ligne, de l'adresse de facturation, le complément avec la boîte postale, la ville et cetera. Donc vous voyez que dans ce fichier-là, je suis tout à fait en capacité de lire intégralement les éléments de la facture. Et à partir de là, je suis donc en capacité évidemment d'automatiser en fait l'entrée de cette facture dans mon système d'information, c'est-à-dire dans mon logiciel de facturation, dans mon logiciel, de gestion, des stocks même. On pourrait, imaginer même une alimentation des stocks par simplement lecture de ce fichier et puis on alimente, en fonction du bon de réception et de la facture, qui en découle. Voilà ce qu'est, le fameux fichier XML. Donc quand je choisis, Facturix, eh bien j'ai ces 2 là et si je choisis, UBL ou C2I, alors ça va concerner un peu plus les grandes entreprises, hein, mais dans ce cas-là, j'ai que ce fichier. J'ai que le fichier de données, je n'ai plus de représentation de la facture. C'est pour ça qu'on a fait le choix, notamment pour la transition. Ça permet toujours d'avoir une vision, telle qu'on la connaît aujourd'hui et puis ensuite un fichier de données qui est, normé et donc là-dessus, je n'ai plus qu'à lire. Vous verrez, on y reviendra aussi, hein, le nombre d'éléments remontés par l'administration fiscale, est relativement limité. C'est déjà pas mal, mais limité. Bien évidemment, entre partenaires, vous pouvez, aller bien au-delà et c'est pour ça que, sur ce format qui a été, sélectionné, vous avez plusieurs niveaux de description d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet 2024, au commencement de la réforme, on sera sur ce qu'ils appellent, en termes de facture X, le modèle sémantique basique WL. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, globalement, il communique l'entête et le pied de page. Je n'ai pas le détail des lignes de la facture, je sais simplement à qui elle est adressée, quelle est l'adresse et puis ensuite je connais le montant hors taxe, la TVA par taux de TVA et puis le montant TTC. Voilà, puis quelques autres informations, mais voilà, c'est vraiment en tête, pied de page. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dès, janvier 2026 et là vous verrez dans le calendrier, ça veut dire qu'à partir de janvier 2026, c'est l'intégralité de toutes les entreprises qui sont concernées. Eh bien, j'ai, le format basique qui s'impose, qui est obligatoire, c'est pas une option. Il est pas optionnel, il devient, obligatoire et donc dans ce cas-là, j'ai, le détail des lignes. Je connais le contenu de la facture. Je sais exactement est-ce qu'il y a de la prestation de service? Est-ce que, j'ai, du négoce? Est-ce que c'est un mix des 2? Enfin bref, par taux de TVA, par quantité, quantité remisée, bref, j'ai une richesse d'informations qui, un sera remonté, à la DGFiP, mais sur lequel l'entreprise peut aussi, prendre appui pour automatiser, pour valider, pour, gérer, au mieux, l'ensemble de la chaîne, d'achat ou de vente. Voilà, voilà. Ah, j'ai un micro qui a été ouvert. Alors je Ouais, c'est le mien, Eric. J'avais fermé. pardon. D'accord, d'accord. Pas de souci.
donc voilà l'ensemble de ce qui va être sur la facture X. Alors, si on avance toujours un petit peu, parce que là, on a vu le détail, on a vu comment ça allait s'articuler. Qu'est-ce qu'une facture électronique, hein? Vous l'avez compris que la facture électronique, c'est, ah, excusez-moi, Sébastien, mais j'ai encore un écho, alors je sais pas si Ouais, attends, genre. d'accord, merci. Voilà, donc on a vu, c'était, quoi une facture, hein, une facture électronique, hein, donc vous l'avez compris, la facture électronique, c'est en fait, le PDF associé au fichier XML. Après qu'il soit signé électroniquement, c'est encore une autre option, qui n'est pas absolument pas obligatoire dans tout le schéma. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer une facture non signée, au PPF, elle sera parfaitement acceptée. Mmh. Après, je peux effectivement ensuite la signer, donc avec un cachet, électronique et là je garantirai son intégrité et donc sa conservation, en sera d'autant facilité. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est concerné. Est-ce que ce sont toutes les entreprises ou est-ce qu'il y a hem, quelques, impacts, qui font que, un certain nombre d'informations d'entreprises ne seraient pas concernées? La réforme porte sur toutes les entreprises, soumises à TVA et c'est bien le terme «soumis» qui est employé, c'est-à-dire que vous payez ou non de la TVA, du moment que vous êtes soumis à TVA, vous êtes dans le dispositif. Ce qui veut dire que globalement, ils estiment qu'ils vont devoir gérer un peu plus de 2 000 000 de factures, hein, annuellement. Ils vont devoir traiter 2 000 000 de factures, annuellement. Avec effectivement, vous voyez une très grande disproportion, si je suis en grande entreprise, en ETI, en PME ou en TPE. En fait, le gros du dispositif, qui sera, à gérer, c'est évidemment, la TPE et la PME, puisque à elles seules, hein, elles font le gros des 2 000 000, hein, les grandes entreprises et puis les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, sont beaucoup, beaucoup moins, gèrent un volume beaucoup moindre, que, la PME et TPE. Ce qui représente néanmoins à peu près 4 millions d'entreprises. Et on fait un focus et c'est vraiment important de le savoir, c'est-à-dire que dès lors que je suis assujetti, même non redevable, je suis dans le champ de la réforme et je dois donc, communiquer mes factures par, facturation électronique, hein. C'est le cas évidemment des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs ou toutes les personnes morales qui sont, dans le régime de ce qu'on appelle franchise en base. Et donc, ces entreprises-là sont, complètement concernées par le dispositif, hein et on verra le calendrier de mise en route, hein, mais vous faites bien partie du périmètre, de ce dispositif. Alors justement, le périmètre du, dispositif, c'est quoi? Eh bien, en fait, que vous soyez, soumis à l'obligation, d'e-reporting ou, d'e-invoicing et ce sont 2 termes qu'on va retrouver assez régulièrement, vous allez être soumis dès lors que vous êtes assujetti à la TVA. Donc là, on voit bien sur le schéma, j'ai d'un côté les redevables, donc là-dessus, ils sont, complètement soumis à cette obligation. L'obligation, pour lorsque j'émets une facture en direction, d'une entreprise, établie en France, je suis dans ce qu'on appelle le dispositif e-invoicing. Et là, que je paye ou non de la TVA, eh bien, je suis, effectivement soumis à cette obligation-là. Donc là, c'est tout le monde et je suis bien en e-invoicing, c'est-à-dire, quand je fais une transaction avec une autre entreprise, qui elle-même est située en France, hein. Et en fait, l'e-invoicing ne concerne que ce cas-là, c'est-à-dire des entreprises établies en France qui s'échangent, des prestations, des achats, de négoce et cetera. Dans les redevables, donc qui rentrent évidemment dans le champ de la TVA, il y a quelques évidemment entreprises qui sortent du cadre, notamment toutes celles qui, tournent autour, qui ont un secret défense, hein, qui sont soumis au secret défense. Celles-ci ne sont pas soumis à la facture électronique de telle manière à préserver le cadre du secret défense.
Et puis enfin, j'ai toutes les entreprises qui sont exonérées, donc qui génèrent des opérations exonérées. Donc ça, ce sont les articles 261 à 261E du Code général des impôts. Pour rappel, ce sont celles qui effectuent des prestations dans le domaine de la santé, qui effectuent des prestations dans le domaine de l'enseignement et de la formation, des opérations immobilières, celles réalisées par des associations à but non lucratif, celles qui génèrent des opérations bancaires et financières, et puis enfin celles qui font des opérations d'assurance et de réassurance. Eh bien, ces opérations-là sont exonérées et donc ne sont pas soumises au dispositif de la facture électronique. Sauf, et vous voyez l'encart, hein, sauf si évidemment ils ont soumis de manière voulue ces opérations à la TVA. Dans ce cas-là, les opérations soumises à TVA rentrent dans le champ de la réforme et donc sont soumis à l'obligation de facture électronique. Vous voyez que, de l'autre côté, j'ai les non assujettis à la TVA en France. Alors, ce sont les particuliers, les associations à objet non commercial et puis les entreprises non établies en France, hein, ce qu'on pourrait appeler le B2B international. Celles-ci, elles ne sont pas soumises au dispositif, ce qui veut dire que lorsque j'émets une facture vis-à-vis, d'un particulier, en fonction, de la somme, en jeu, eh bien, je repasse en papier. Je ne maintiens pas mon dispositif de facturation électronique puisque le particulier n'étant pas soumis, il n'aura aucun moyen de récupérer cette facture. Tout comme une association ou comme une entreprise étrangère, évidemment, pour que je puisse facturer mon client qui est à l'étranger, eh bien, je vais réémettre en fait une facture papier, hein, papier PDF, hein, mais papier, en tout cas pas électronique au sens voulu. Mais pour simplifier, hein, bien évidemment, vous allez pouvoir lui envoyer une facture X, hein, puisque comme on est sur un format double, à la fois PDF et à la fois avec les fichiers de données, il y a pas de souci. Vous allez pouvoir envoyer ce fichier-là à ces entreprises-là sans aucune difficulté. C'est également l'avantage de ce format-là. Heu, donc toute cette branche-là, elle n'est pas assujettie. Par contre, vous, quand vous travaillez avec ces particuliers, on vous rattrape un peu au tournant. C'est ce qu'on appelle l'e-reporting. C'est-à-dire que malgré tout, pour le particulier, le chiffre d'affaires que vous gérez avec le particulier, eh bien, vous devez le faire remonter à l'administration fiscale par le biais, du e-reporting. Donc pour être très clair, toutes, les opérations liées à des caisses enregistreuses font partie du champ de réforme et vont faire remonter leur information, c'est-à-dire le ticket Z quotidien, hem, à l'administration, fiscale. Alors je dis quotidien, parce qu'en fait, ils veulent avoir le détail quotidien, mais vous évidemment, l'obligation n'est pas, quotidiennement de faire remonter l'information. Néanmoins, et on le reverra, un peu plus tard, en fonction, de votre régime de TVA, eh bien, vous êtes quand même, vous pouvez vous retrouver dans un cas où vous êtes, obligé de faire remonter 3 fois par mois, votre caisse, le ticket Z en fait, hein, par période d'une décade. Et donc cette information-là, bah, vous allez devoir la faire remonter à l'administration fiscale. Et tout comme lorsque vous émettez, une facturation vis-à-vis d'entreprises qui sont, soit, situées, en Europe ou soit à l'extérieur de l'Europe, eh bien là aussi, vous allez utiliser l'e-reporting pour communiquer à l'administration l'ensemble de ces factures. Tout comme lorsque vous achetez, des, biens ou des services, à l'international, c'est-à-dire au niveau de l'européen ou à l'international. Là aussi, vous allez utiliser, le e-reporting pour faire remonter, l'information reçue et c'est à votre charge. C'est ça un peu la subtilité, comme ils ne peuvent pas l'imposer, aux entreprises étrangères et bien, en fait, ils imposent cette obligation à celui qui reçoit la donnée ou qui l'émet. Donc voilà, e-invoicing, e-reporting et sur les reporting, on a vu, bah, ça concernait, les caisses, les particuliers, ça concernait aussi les entreprises non établies, en France. Alors si j'avance encore un tout petit peu, sur un schéma qui, en fait, vous récapitule tout ce que je viens de dire, vous voyez? Quand je suis en assujetti imposable selon les débits, exclusivement, en France, eh bien je suis sur un dispositif e-invoicing exclusivement. C'est quasiment un cas qui n'arrive pas. Vous allez voir,
vous en rendre compte assez rapidement, parce qu'il faudrait vraiment ne jamais, déroger à ça et en général, il y a toujours deux trois factures qui traînent et qui vous obligent à gérer un peu les cas sur la droite. Si je suis moi-même assujetti, mais que je converse avec un quelqu'un qui génère des opérations exonérées, eh bien je rebascule en facture libre et donc je communique l'information par e-reporting. Et s'il n'est pas du tout assujetti à TVA, pareil, facture libre, mais j'utilise l'e-reporting pour faire, monter. Lorsque je suis, un assujetti qui est en opération exonérée et que je converse avec des assujettis exonérés ou non assujettis, eh bien là, évidemment, je converse en facture libre. Facture libre qui, hein, je vous le rappelle, hein, ça peut être, vous avez parfaitement le droit d'envoyer en fait une facture X, hein, il y a pas de souci puisque, ils recevront le PDF, qu'ils traitent ou pas le fichier associé, le fichier de données associé, ça c'est pas très grave. Et enfin, si je suis un assujetti, mais en prestation de service, donc imposable, hein, dans les régimes de TVA selon les encaissements, eh bien, j'ai évidemment, vis-à-vis de l'assujetti, bah, j'émets ma facture en e-invoicing, donc là, ça ne change rien. Simplement, j'ai une obligation supplémentaire qui apparaît, c'est-à-dire que dès lors que cette facture sera payée, je vais devoir communiquer en fait, la date du paiement à l'administration fiscale par le biais de l'e-reporting. Donc les données de paiement à faire remonter vont suivre la syntaxe, le protocole e-reporting. Donc vous avez d'un côté l'e-invoicing pour envoyer la facture et de l'autre pour faire remonter à l'administration fiscale les données de paiement, eh bien j'utilise aussi le protocole de e-reporting. Si je suis vis-à-vis d'un assujetti avec opération exonérée, là je rebascule en facture libre, je fais remonter les éléments de ma facture par l'e-reporting et je fais remonter les éléments liés au paiement de cette facture par toujours aussi de l'e-reporting. Enfin, vis-à-vis d'un non assujetti à TVA, je suis toujours dans le même cas, facture libre, e-reporting pour, redonner à l'administration le regard sur, ma facturation complète et puis, les données de paiement pour que, clairement, elle puisse pré-remplir les déclarations puisque là, elle saura à quelle date, la facture a été payée. Et comprenez bien que c'est à l'émetteur de gérer le remboursement. C'est pas à votre fournisseur de dire: «Bah, ça y est, j'ai payé». C'est pas à votre client de dire: «J'ai payé, donc c'est moi qui donne l'information au client». Non, c'est à l'émetteur de la facture d'informer l'administration que, cette, dernière a été payée. Voilà le cadre, des différents dispositifs entre, e-invoicing, e-reporting et données de paiement. Vous, vous allez retrouver tout ça sur le, schéma. Alors, une fois qu'on est, sur ce pied-là, on passe à 4 sur les échéances et là, je vais passer la parole à, Sébastien. Ok, très bien. Donc, les échéances. Donc, quand est-ce que la facture électronique va-t-elle devenir obligatoire? Déjà, avant de répondre à cette question-là, elle va être obligatoire pour tous. Voilà, vous êtes tous concernés. Alors, tous concernés pour la réception, d'accord? Donc, c'est à partir du 1er juillet 2024, quelle que soit la taille de votre entreprise, y compris les auto-entrepreneurs, comme le disait tout à l'heure Eric, vous êtes concernés par la réception des factures. Donc, vous avez trois lignes. Vous avez d'abord les grandes entreprises, donc qui sont voilà, dans la réception, les ETI et les TPE, PME. La différence, elle va être sur l'émission. L'émission, pour les grandes entreprises, elle est obligatoire à partir du 1er juillet 2024. Donc, en exemple, c'est Engie, Orange, qui vont, eux, donc générer les factures via le portail public de facturation. Et vous aurez l'obligation de réceptionner ces factures-là. Ensuite, les ETI, donc c'est pour le 1er janvier 2025. Donc là, ils auront l'obligation, donc en plus de réceptionner, donc d'émettre des factures. Et puis, pour une grande partie des entreprises, tout de même, donc la réception, je me répète, mais bien obligatoire au 1er juillet 2024, et l'émission sera pour le 1er janvier 2026. Voilà au niveau du calendrier qui vous concerne tous, comme je vous le disais. Alors, on a déjà commencé un petit peu à parler de PPF, de PTP, d'OD, mais de quoi parle-t-on exactement? Donc, le PPF, qui est le portail public de facturation, qui est déjà connu pour les clients, les entreprises, qui travaillent avec les collectivités
territorial, donc sur le portail public, donc pour déposer déjà les factures. Ça, c'est un portail qui s'appelle Chorus Pro aujourd'hui, donc qui est en service pour le domaine public. Donc le PPF, c'est vraiment l'organe de pointe du gouvernement. Il va permettre la réception et la transmission de l'intégrité des flux à l'administration fiscale. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va englober le e-reporting et le e-invoicing. Voilà. Donc c'est un service gratuit qui est mis à votre disposition. Et donc sur la diapo d'après, je rentrerai un petit peu plus sur le détail de ce PPF. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est ça, c'est le service gratuit. Et donc le portail qui va vous permettre de déposer et dans un premier temps de réceptionner vos factures. Le PDP, donc la plateforme, enfin la PDP, la plateforme de dématérialisation donc partenaire, c'est un acteur. C'est un acteur supplémentaire, complémentaire, mais c'est vraiment, il faut le voir, pour faciliter la vie de l'entreprise. Donc, c'est un service plus, voilà, ces plateformes, elles vont être certifiées par l'administration fiscale. Donc, tout à l'heure, on verra le calendrier justement de cette certification. Et c'est vraiment un service complémentaire par rapport au PPF qui va automatiser donc les flux entrants et sortants. Dans un premier temps, les flux entrants. Il a vraiment deux vocations, cette PDP. C'est donc la réception, la mise en conformité et donc la descente du flux vers le PPF, puisque le PDP est en lien directement avec le PPF. Et ce PDP donc va permettre d'envoyer le flux à l'entreprise destinataire. Voilà, c'est vraiment son rôle. Tout à l'heure, vous le verrez dans le pivot, donc dans le schéma, le dispositif en schéma Y que Eric va vous expliquer pour bien comprendre où se situe le PPF, le PDP. Et donc, pour continuer sur l'OD, donc qui est l'opérateur de dématérialisation en fait, donc qui lui est non partenaire. Cet opérateur, c'est vraiment une solution pour vous favoriser également la gestion de cette facturation électronique, qui n'a tout comme le PDP n'est pas obligatoire. Il va se positionner entre votre système d'information. Alors quand je dis système d'information, c'est votre outil de facturation, d'encaissement. Il peut se positionner entre votre système d'information et le PDP ou le PPF, puisque l'OD peut se connecter soit via le PDP ou via le PPF. Voilà. Donc cet OD, alors je vais passer sur la diapo d'après. Donc, comme je vous le disais, voilà, le PPF, donc c'est vraiment, c'est un service gratuit. Ça reprend, c'est la reprise du portail Chorus Pro, aujourd'hui qui est utilisé. Donc, son rôle, c'est la centralisation des flux. Il est connecté à la base d'annuaire. On verra tout à l'heure la base d'annuaire, mais à quoi sert-elle? Vous serez tous automatiquement enregistrés sur cette base d'annuaire. Après, il faudra créer le compte, mais vous serez identifié sur cette base d'annuaire. Et puis le PDP, voilà, le PDP qui est aujourd'hui, donc, ce sont des acteurs, donc, ce sera un service payant. Ils ont l'obligation d'être donc certifiés ISO 27001 et SecNumCloud. Voilà, c'est une obligation. Je vais revenir, comme je vous le disais, sur la partie, sur le calendrier juste après. Donc, il va vous offrir également des rôles complémentaires pour automatiser le flux de la facture. On a des schémas un peu plus tard dans la présentation qui vont, le schéma va vous expliquer exactement les différents statuts que propose justement la PDP. Et puis donc l'OD, je reviens sur l'opérateur de dématérialisation qui va vous permettre en fait d'avoir des fonctionnalités complémentaires. Alors, il peut, comme ça, on pourrait dire, oui, c'est plutôt peut-être sur la PME, puisque cet opérateur de démat, il va à la fois récupérer les données qui sont dans votre outil de gestion commerciale. Donc, on peut partir d'un bon de commande fournisseur, on va générer un bon de livraison, et puis la facture fournisseur qui sera réceptionnée directement entre l'OD et le PDP pour répondre à la piste d'audit fiable. Voilà, c'est vraiment, il a aussi ces fonctionnalités-là. Il s'interface, comme je vous disais, avec le PPF ou
ou le PDP, hein, avec un ou plusieurs PDP. Donc, il est vraiment, c'est un, voilà, un outil complet qui va vous permettre justement mais comment dire, c'est vous qui allez valider quand vous utilisez un opérateur de démat, c'est vous qui validez également l'envoi via cet opérateur de démat vers le PPF ou ou la PDP. Voilà. Sur le calendrier que tout à l'heure j'évoquais succinctement, alors il faut savoir que la liste des PDP, aujourd'hui, il y en a un très grand nombre. Il y a une sélection qui est faite. On a un petit peu décalé puisqu'elle devait sortir cette liste au mois de septembre. Voilà, septembre 2023. Aujourd'hui, le chantier est assez conséquent, donc c'est annoncé pour décembre 2023. Voilà. Ce qui ne change en rien, en fait, comme on le voit au lancement des premiers clients pilotes donc en janvier 2024. Hein, quelques entreprises en fait ont été référencées pour déjà faire en fait tous ces premiers tests. Et donc en juillet 2024, comme je vous le disais, la réception selon en fait votre catégorie d'entreprise, pardon, la réception pour tous, autant pour moi, sur juillet 2024. Et au fur et à mesure, voilà, pour l'émission, janvier 2025, et janvier 2026 pour les TPE-PME. Voilà, donc on reviendra vers vous de toute façon sur cette évolution dans le calendrier, puisque voilà, on est vraiment sur un système où ça bouge quand même pas mal. Voilà, on est sur un dispositif un peu qu'on peut appeler jeune, et c'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc, on viendra vers vous avec ces différentes dates voilà, qui seront validées ou en attente de validation. Je te relaisse la main, Eric, sur le fonctionnement justement de la D'accord. facturation électronique avec le schéma en Y. Oui, oui, tout à fait. Je vais passer sur le schéma Y. Je voyais aussi des petites, échanges sur le forum. Déclaration de TVA, il faut bien comprendre que la facture électronique va compléter, va pré-remplir la déclaration, mais c'est pas elle qui emporte déclaration, hein, attention, hein. On aura toujours notre CA3 à réaliser, simplement celui-ci va être, pré-rempli et donc si on doit, on doit payer et si on a le droit à un remboursement, on sera remboursé. Les règles en matière de TVA n'évoluent absolument pas. On reste toujours dans ce cadre, hein. Ce qui évolue, c'est simplement que l'administration va connaître en fait le montant de TVA dû quasi en temps réel. Voilà, hein, c'est et par le biais évidemment de cette facture électronique. Alors le schéma en Y, il a juste, pour objectif de comprendre un petit peu comment vont s'établir les flux. Là, on a pris, vraiment le cas qui est pur Y et vous verrez qu'il y a d'autres cas où le Y est un peu mis à mal, mais là, l'entreprise A et l'entreprise B a un PDP, chacun a son PDP. L'entreprise, donc A va émettre une facture en direction de l'entreprise B. Elle l'envoie donc sur son PDP. Le PDP va donc regarder, va interroger l'annuaire, c'est ce que vous avez en centre en jaune, l'annuaire des entreprises. Ça, c'est vraiment une dimension qui est importante à bien comprendre puisque pour savoir où je dois router l'information, il va falloir que j'interroge cet annuaire de telle manière à savoir, où dois-je envoyer, l'information? C'est-à-dire, est-ce que je dois l'envoyer à un autre PDP? Ou est-ce que je dois tout simplement déposer, et uniquement, sur le portail public, de facturation? En l'occurrence, c'est, dans mon cas et bien, en fait, en interrogeant l'annuaire, je vois que, c'est le PDP B qui doit être, alimenté et donc le PDP A va aussi pousser l'information simultanément vers le PDP B et évidemment toujours vers le PPF, hein, le portail public, de facturation qui ensuite, il va, descendre vers l'administration fiscale. L'e-reporting, on est dans le même, trend, hein, les éléments de facturation, les éléments liés, à des, factures, en dehors de la France vont suivre le même cheminement et puis là, sur le côté, on a vu aussi, on a mis une entreprise C, qui elle est
pur PPF. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix de ne pas prendre de PDP, de rester exclusivement sur le PPF. Auquel cas, bah, si A émet une facture, eh bien en fait, elle va être déposée au PPF qui va la faire redescendre à l'administration fiscale. Et puis C va devoir aller interroger régulièrement le portail public pour savoir s'il a reçu ou pas une nouvelle facture. Hein, le PPF va faire vraiment un niveau d'information minimal. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail en disant il y a des factures, mais vous ne saurez pas de qui, vous ne saurez pas de combien, vous ne saurez pas grand-chose. Et donc c'est à vous ensuite d'aller interroger le PPF régulièrement pour aller récupérer toute cette donnée, toute cette information-là. Et vous voyez le dessin où on a bien représenté, bah, vous voyez pourquoi on appelle ça un schéma en Y, parce qu'en fait on a les 2 entreprises et puis, tout arrive à l'administration fiscale. Contrairement au schéma qu'on entend de temps en temps parler, schéma en V, où en fait on n'a pas de PDP, mais on a juste un PPF en fait, hein. C'est le choix de l'Italie, où il y a juste un PPF et en fait tout passe par lui. Le modèle français, en Y, a de fortes chances d'être, le modèle européen retenu puisque, là on n'est pas encore rentré dans la facturation électronique, on a déjà le coup d'après, puisqu'il y a une harmonisation européenne qui est en train de se mettre en place. Et donc les plateformes européennes vont finir par communiquer. Et là, le rôle du PDP sera important parce que lui aura la capacité à traduire le format, hein. C'est-à-dire que je vous rappelle, hein, 3 formats possibles. Donc, quand il reçoit du C2I, ben, il pourra le transformer en facture X pour que l'entreprise française puisse, l'interpréter, et le faire redescendre toujours, au PPF. Voilà l'entreprise. Alors, vous voyez, je parlais de comment du portail, hein, de l'annuaire et vous verrez que c'est une pièce, capitale parce que, c'est lui qui va permettre de savoir où le déposer et on a un slide spécifique dont je vous en reparlerai juste après. Si je continue dans mes, décalages, là, je vous ai fait une autre photo, où là, j'ai, effectivement A qui a fait aussi le choix du PPF. Il va envoyer une facture vers l'entreprise B et donc il interroge l'annuaire et l'annuaire lui dit: «Bah, là, l'entreprise B, elle a un PDP, donc tu reportes en fait l'information, vers le PDP qui va ensuite pouvoir, pousser l'information jusque l'entreprise B». Le PDP, son rôle, en fait, c'est de faciliter la gestion du flux. Donc, on va pouvoir s'interconnecter plus facilement qu'avec le PPF, plus avec une richesse accrue de données et de suivi, hein. Vous allez voir aussi que dans les statuts, 4 sont uniquement obligatoires. Or, on en a prévu une bonne plus d'une dizaine et que l'entreprise a tout intérêt à avoir les 10 statuts puisque ça lui permettra de suivre précisément, sa facture et sa facturation. En l'occurrence, si A émet une facture versée et bien, en fait, là, les 2 sont en PPF et donc en fait, C va recevoir, un email disant que, quelque chose est arrivé. Il interroge le PPF et il va reprendre, les données depuis le PPF. Voilà le schéma en Y et vous voyez que le schéma Y peut être, effectivement mis un peu à mal. Concernant, l'annuaire justement, à l'arrivée, au démarrage, en juillet 2024, au démarrage, du dispositif, toutes les entreprises françaises soumises à TVA vont être inscrites d'office. D'accord? Donc là, il y a pas de boulot supplémentaire. C'est l'État qui se charge de croiser ces fichiers entre, la base Sirène et puis, le fichier fiscal, répertoriant les entreprises soumises à TVA pour construire, en fait, l'annuaire. Et puis ensuite, à chaque fois qu'une entreprise se crée et bien, en fait, l'annuaire va être, automatiquement, heu, mis à jour. Il faut savoir que sur cet annuaire, on peut avoir plusieurs niveaux de détails, c'est-à-dire qu'on peut choisir, alors quand j'ai une seule entreprise, tout va bien, j'ai un seul SIRET et donc là je reçois et j'émets mes factures avec, un seul PDP. Mais pour des PME un peu plus importantes, il se peut y avoir ou des même des TPE, mais qui ont 2 établissements. Eh bien, si je veux, je peux, affecter un PDP différent à chaque établissement et là, je descends au niveau du SIRET.
Donc en fait, dans l'annuaire, je suis capable de gérer au niveau du SIRET. Si pour une raison X ou Y, je n'ai pas fait le choix du même PDP pour l'ensemble de ma structure. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et pour les très grandes entreprises, mais également à contrario pour les TPE, puisque par exemple, si je prends un abonnement Orange, je converse avec une très grande entreprise. Et chez Orange, eh bien, non seulement ils ont, plusieurs sirets différents, mais en plus ils ont des codes, comment de routage, c'est-à-dire hem, des codes de destination. C'est-à-dire que je peux dire, bah, tiens, pour tel service, je dois envoyer ma facture à tel service d'Orange. Et donc là, au niveau de l'annuaire, bah, je suis capable de descendre à ce niveau-là et donc évidemment, moi, en tant que client, je vais recevoir, mais si je dois émettre une facture vis-à-vis, je suis sous-traitant d'une grosse entreprise, eh bien, je vais devoir, interroger l'annuaire pour savoir où l'envoyer et à quel service l'envoyer. Donc là aussi, il y aura une mise à jour qui va être opérée. Les intéressés vont aussi vous communiquer, hein, l'adresse de destination et vous mettrez à jour votre logiciel de gestion commerciale ou de facturation avec ces éléments-là, de telle manière à ce que, évidemment, l'envoi de la facture ne pose pas de problème et arrive à destination. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'annuaire va pouvoir se mettre à la page en fonction de la complexité de l'entreprise, émettrice ou réceptrice. Sinon, pour une TPE classique ou une TPE, une PME, classique, en fait, le numéro sirène sera tout à fait suffisant, pour, émettre et recevoir, l'ensemble du flux. Voilà l'annuaire. Précisons aussi, parce que je vous disais, il y a pas de travail à faire. Effectivement, hein, votre entreprise sera, complètement référencée. Par contre par contre, vous allez devoir vous connecter une première fois pour créer pour faire l'association entre vous, personne physique, et votre entreprise. Et donc là, il y aura, véritablement un travail à faire, soit directement sur le PPF, soit c'est le PDP qui va s'en charger. C'est-à-dire que si vous avez, opté pour un PDP, eh bien, vous allez créer votre compte sur le PDP. C'est lui qui va se charger, de créer le compte, sur, le PPF automatiquement et de mettre à jour l'annuaire également automatiquement. D'accord? Mais en tout état de cause, il y aura quand même une action, que ça soit enregistrement auprès du PDP ou enregistrement directement auprès du PPF, mais vous allez devoir faire une action et si vous passez par un OD, bah, vous allez devoir faire une deuxième action, c'est-à-dire de lui créer un compte spécifique, c'est-à-dire de vous reconnecter sur le PPF, de créer un compte spécifique pour cet OD, cet opérateur de dématérialisation, de telle manière que l'OD puisse aussi envoyer, reprendre un certain nombre de factures. Voilà comment, va s'architecturer, l'ensemble, du dispositif. Alors, je vous ai parlé justement, du cycle de vie, et des statuts de la facture électronique. Eh bien, vous avez, plusieurs statuts, 4 statuts qui sont, déposés, rejetés, refusés, encaissés. Ceux-là, ce sont des statuts obligatoires. Déposés, j'émets ma facture, je la dépose sur la plateforme, par exemple du PPS ou du PDP, j'ai le statut déposé. Ensuite, la plateforme analyse votre facture. S'il y a un problème technique, c'est-à-dire qu'il manque une information, obligatoire, elle va être rejetée, statut rejeté. Si tout va bien, eh bien, elle poursuit son schéma et puis elle arrive dans l'entreprise. Là, l'entreprise, elle a 2 options, soit, tout va bien, elle laisse rentrer et puis ça va finir par le statut encaissé dès lors qu'elle aura, payé. Mais elle peut aussi refuser. C'est-à-dire que si elle estime que la facture reçue n'est pas conforme à la commande, eh bien, elle va la refuser et donc vous allez recevoir une information du statut refusé. Et vous voyez que juste 4 statuts obligatoires, c'est un peu faible. Et donc vous avez des, statuts recommandés en gris et puis des statuts, libres. Alors déjà, en gris, ben, on a un peu plus de précision. On sait si elle a été approuvée parce que vous voyez, en fait, en obligatoire, j'ai juste le refus. Mais j'ai jamais un approuvé. Je suis obligé d'attendre, de voir apparaître le statut encaissé pour savoir qu'elle a été, approuvée. Alors qu'en recommandé, bah, je peux avoir des statuts qui m'apportent une précision, supplémentaire. Je peux avoir aussi approuvé partiellement. Je peux avoir, paiement transmis. Donc je sais que d'accord, je n'ai pas encore reçu de paiement, mais je sais qu'il a été émis par l'entreprise. Donc tous ces statuts vont être pris en charge par la plupart des, PDP.
Sur les OD, il y en a quelques-unes qui vont aussi se mettre, à la page. Mais c'est vraiment, là le rôle du PDP de, gérer et de s'interconnecter avec les logiciels de gestion de facturation et cetera. Voilà les statuts, là vous avez une vision, vous pouvez y revenir, mais vous voyez, on a tout le circuit et donc vous avez, vraiment, la vision complète de où on en est, au niveau de la facture. Évidemment, si j'arrive même jusqu'au, statut libre, eh bien, je peux savoir que, ma facture a été mise en litige, elle était suspendue, elle a été complétée et je peux avoir aussi un commentaire, c'est-à-dire, comprendre pourquoi elle n'a pas été jusqu'au bout et donc évidemment, ayant cette information-là, je suis en capacité de réagir beaucoup plus rapidement que, de rappeler, 3 ou 4 fois un service qui ne répond pas, de savoir une personne qui n'est pas vraiment au courant et cetera et cetera. Donc là, on devrait apporter à terme une, visualisation du cheminement de la facture de manière bien plus précise. Alors, les obligations pour les commerçants, je l'ai abordé, donc je vais revenir, mais très rapidement, hein. Donc là, oui, clairement, si vous utilisez une caisse et donc, votre clientèle, vous êtes soumis à TVA mais vous conversez qu'avec, des clients particuliers, oui, vous rentrez dans le champ, oui, vous devez communiquer, votre caisse, à l'administration fiscale et là, on va le voir en fonction, du régime, peut-être même plusieurs fois par mois, hein. Donc les aides de caisse devront effectivement bien remonter, à l'administration fiscale. Si je poursuis, dans les petits focus, que lorsque je suis une obligation pour, les obligations pour les entreprises étrangères implantées en France, eh bien, elles aussi, attendez, là j'ai fait un petit ah bah non, c'est un donc là, c'est ce que je vous ai évoqué juste avant, hein. Évidemment, celles-là, elles sont soumises aussi au dispositif et donc soit c'est de l'e-invoicing si elles sont France et que, elles sont bien, implantées en tant qu'entreprise avec, un numéro sirène. Sinon, c'est l'obligation de e-reporting qui prend le pas là-dessus. Et puis sur, le focus du 11e point, le calendrier de transmission. Je vous disais que, bah, c'est bien, hein, on a vu un certain nombre d'obligations, e-invoicing, e-reporting, données de paiement et la grande question c'est, eh bien, quand est-ce que je dois transmettre tout cela? Et c'est l'objet de, ce, paragraphe. Donc les opérations qui devront donner lieu à la transmission ah beh, une petite inversion de slide. Ce slide-là devait être juste avant. Donc là, ça concerne évidemment, les entreprises et étrangères et donc, dès lors que je commerce avec, des entreprises, heu, en Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, je fais remonter les informations, de la facture et éventuellement des données de paiement par la voie de l'e-reporting et c'est moi, entreprise française, qui suis dans cette obligation-là. Voilà. Pour les données, pardon, excusez-moi, pour les données, eh bien, en fait, en matière de e-invoicing, moins de 24 heures. J'émets une facture, 24 heures plus tard, elle doit être arrivée au PPF et à l'administration fiscale. 24 heures. D'où, l'échénage. Donc si je suis en émission et bien, en fait, je n'ai pas le choix et c'est 24 heures plus tard, une fois que, les contrôles de cohérence ont été opérés, que, on a vérifié que les sirènes sont tout à fait correctes et bien, en fait, elle va être délivrée au PPF. Vous voyez que c'est, très, très rapide et vous voyez aussi que vous êtes obligé de passer par ce schéma. C'est-à-dire que si je continue à envoyer ma facture, PDF à mon client, elle n'a strictement aucune valeur. C'est-à-dire que votre client pourrait très bien dire: «Eh ben, excusez-moi, mais je ne l'ai pas reçu». Et là, vous direz: «Mais attends, moi j'ai la preuve que je t'ai envoyé un email avec la pièce attachée». Vous pourrez même aller en justice. La justice dira: «Mais oui, mais en fait, le papier n'est plus, une façon de transmettre, la facture. Vous êtes dans l'obligation de passer par le dispositif, facturation électronique. Vous n'avez pas respecté ce dispositif, donc votre client a parfaitement raison de refuser, la facture, transmise par cette voie-là», hein. Donc ça, bien évidemment, c'est à terme. Dans le lancement du dispositif, hein, vous allez avoir des tolérances.
Et il a déjà été annoncé par l'administration fiscale qu'on aura globalement une année de tolérance. Voilà. C'est-à-dire que si on a raté, parce qu'en fait, ils savent, enfin, on a un peu d'inconnu dans le sens où on ne sait pas si le dispositif va être opérationnel tout le temps, qu'il n'y aura pas un petit couac. Et pour gérer ces petits réglages de première année, eh bien, une tolérance a été mise en route pour dire qu'il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas oui, d'amende, oui, tout à fait, auprès des entreprises pour un dépôt tardif ou pour un non-dépôt. Parce que vous savez, en termes d'amende, hein, c'est 15 € par facture non déposée, plafonné à 15 000 €. Et quand c'est en e-reporting, c'est 250 € par facture, toujours plafonnée à 15 000 €, hein. Les PDP ayant aussi des amendes, hein, supplémentaires. Là aussi, d'ailleurs, c'est pas inintéressant de passer par un PDP parce que c'est lui qui est en première ligne. C'est-à-dire que s'il y a un problème de dépôt, c'est d'abord lui que l'administration va rechercher. Alors que si vous êtes en lien direct, c'est vous, entreprise, qui êtes en première ligne et qui êtes soumis aux différentes obligations liées à l'administration fiscale et donc au dispositif. Ça, c'est pour l'e-invoicing, c'est le plus simple, 24 heures. Si je passe à l'e-reporting, eh bien là, ça dépend de votre régime de TVA. Si le régime de TVA est entreprise soumise au régime réel normal, eh bien en fait, je vais devoir travailler à la décade. Donc tout ce que j'aurais reçu du 1er au 10 du mois, eh bien je dois le déposer au plus tard le 20 du mois suivant. Ce qui est reçu entre le 11 et le 20 du mois, je le dépose entre le 20, le 21 et le 30 du mois. Et puis ce qui est reçu entre le 21 et le 31 du mois, eh bien j'ai jusqu'au 10 du mois suivant. Vous voyez que quand je suis au régime normal, eh bien, en fait, je suis bien au décade. Donc, si vous avez une caisse, eh bien, en fait, vous allez devoir, et si vous êtes en régime normal mensuel, vous allez devoir transmettre votre caisse 3 fois par mois. Si vous êtes en régime normal trimestriel, la période redevient le mois, et là, c'est le 10 du mois, c'est au plus tard le 10 du mois suivant. Si je suis en régime simplifié d'imposition, c'est aussi le mois, et là, par contre, c'est pas le 10 du mois suivant, mais c'est entre le 25 et le 30 du mois suivant. Et enfin, si je suis auto-entrepreneur, enfin tout, ou en régime franchise de base, hein, puisque là c'est plus large que l'auto-entrepreneur, eh bien la période c'est 2 mois, et je dois déposer entre le 25 et 30 du mois suivant, hein, ce qui veut dire que janvier et février seront à déposer entre le 25 et le 30 mars. Voilà le dispositif, hein, qui concerne évidemment la caisse, mais également le B2B international, hein. Pareil, toutes les factures du B2B international reçues entre le 1er du 10 et si je suis en régime normal, eh bien je dois le transmettre au plus tard le 20 du mois concerné, etc., etc. Puis là, je repasse là-dessus. Évidemment, les données de paiement ne suivent pas exactement le même schéma, bien qu'ils pratiquent l'e-reporting, ils ne suivent pas tout à fait le même dispositif. Et pour les données de paiement, ah pardon, j'ai fait un petit erreur, je reviens en arrière, voilà. Les données de paiement, et bien en fait, quand je suis en régime normal ou mensuel ou trimestriel, et bien en fait, tout ça se confond sur le mois et c'est le 10 du mois suivant que je dois déposer ces informations. Pour les 2 régimes suivants, là, par contre, je suis le même rythme que le dépôt des factures de e-reporting ou de la caisse, c'est-à-dire, toujours une période du mois, et c'est le 25 et 30 du mois suivant, et en franchise de base, c'est 2 mois avec aussi le dépôt entre le 25 et le 30 du mois suivant. Donc vous voyez que, bien, on a des nouvelles obligations avec des nouvelles, des nouveaux cadencements, et en fonction de mon régime, bah, en fait, je vais pas avoir les mêmes obligations et la même pression, que mon voisin. Si je suis, franchise de base, c'est tous les 2 mois. Si je suis simplifié, c'est plutôt le mois, et si je suis en réel mensuel, ça peut être 3 fois par mois, hein. Vous voyez que là-dessus, ils ont été très inventifs. Mais en tout cas, le dispositif est bien parti comme cela, et a priori, il va être complètement maintenu, hein. Là, c'est qu'on est dans de la donnée certaine. Et j'en arrive sur le point 12 et je vais recéder la parole à Sébastien. On est presque à la fin du dispositif, hein. On va préparer justement cette arrivée. Alors, Quelles sont je les actions? reprends la main, Eric. Donc oui, pour vous préparer donc à l'arrivée de de la facturation électronique, donc quelques bonnes pratiques.
Déjà, dans un premier temps, c'est voir aujourd'hui comment vous êtes organisé au niveau de votre logiciel informatique ou pas. Mais en tout cas, si vous avez déjà un outil d'encaissement, un outil de gestion commerciale, un ERP, c'est de revoir justement les données clients et fournisseurs, de revoir un peu leur structure, les compléter. Comme vous l'avez bien compris, les données vont être très importantes puisqu'elles vont être transmises à l'administration fiscale. Donc, s'il manque des données quand vous allez émettre, admettons, votre facture, elle sera rejetée puisque, dans un premier temps, si vraiment c'est un rejet technique, elle devra être donc modifiée pour qu'elle soit ensuite acceptée directement par le PPF. Si toutefois vous n'avez pas d'outils, eh bien, il va falloir en fait, voilà, vous équiper d'une solution. Hein, si vous êtes bien naturellement concerné par cette nouvelle norme sur la facturation électronique. Voilà, vous équipez d'un outil en fonction de votre activité. Voilà, ça peut être un simple outil de facturation avec ou sinon un simple outil également d'encaissement. Puisqu'en fait, ces outils-là, même si vous êtes déjà équipé, vous avez tout à l'heure, je vais dans le chat, il y a eu une question sur EBP. Même si aujourd'hui, voilà, vous êtes déjà équipé d'un EBP, par exemple, il faut penser à le mettre à jour, puisque les éditeurs de logiciels intègrent tranquillement et vont intégrer justement cette facturation électronique. Donc, il faut bien penser à mettre à jour votre solution, si c'est le cas. Donc, si vous avez déjà un contrat de mise à jour, c'est inclus à votre contrat, donc à vous aussi de vérifier tout ça, mais il va falloir voilà vous équiper en fait d'un outil, voilà tel qu'il soit, petit ou plus grand, voilà. Ensuite, nous ce qu'on propose donc au sein de TGS France, c'est nous avons un portail dédié à nos clients, voilà que nos clients justement se connectent sur cet espace sécurisé où nous mettons à disposition les informations nécessaires. Donc là, plus précisément, donc à l'évolution sur justement cette facturation électronique, hein, tous les nouveaux services qui vont évoluer avec des informations complémentaires. Et donc cet espace client propose également voilà déjà du dépôt de documents et puis une relation forte avec les différents conseillers en fait des différents métiers du groupe. Voilà, c'est vraiment un portail sécurisé où vous retrouvez un grand nombre d'informations avec qui vous pouvez converser. Donc, TGS France à vos côtés, nous, notre rôle est aussi de vous accompagner, de vous conseiller, déjà, hein, premièrement aussi, puisqu'aujourd'hui, nous allons retenir voilà, un ou plusieurs PDP que nous allons justement ensuite proposer aux clients pour les accompagner en fait dans le choix d'un PDP. Si c'est nécessaire de prendre un PDP, attention, si le PPF en fonction de votre activité suffit, vous pouvez rester au PPF. Le PDP va vous apporter justement quand je vous disais tout à l'heure, en fait, voilà, entre guillemets, une gestion plus tranquille, avec voilà, ce fameux PDP qui va vous apporter les services complémentaires par rapport au PPF. Donc là, on va vous accompagner, voilà, également sur la mise en place d'une solution d'encaissement, de facturation. Et puis, pour aller plus loin sur cet opérateur de démat qui intègre des processus internes de workflow, des processus en fait je trouve le mot, il est parti, c'est pas grave, ça va revenir. Donc de demande d'achat, voilà, une communication avec vos fournisseurs par exemple, des services complémentaires en lien entre votre service donc d'information et puis le PPF ou la PDP. Voilà, donc là, tout seul. En fonction de vos activités, voilà, bien sûr, on est là pour vous conseiller, vous accompagner en fait dans cette mise en place, sachant que d'ici la fin d'année, eh bien en fait, on attend vraiment les décisions des PDP retenus pour vous accompagner au mieux. Vous avez certainement d'autres questions. J'ai vu qu'il y a eu de nombreuses questions dans le chat dont répondait voilà, normalement dont a répondu Jean-Marie. On en a quelques-unes voilà,
voilà, dans les favoris sur lesquels nous allons vous apporter en fait des réponses. Avant de finir en fait sur les questions, comme je vous le disais, voilà, nous avons une newsletter chez TGS France, voilà, mensuelle, qui permet justement de donner de l'actualité à tous nos clients. Et surtout, sur notre site internet TGS France, nous avons mis en place une foire aux questions dédiée à la facturation électronique. Nous l'alimentons régulièrement, qui vous permet de reprendre tranquillement, puisque là, on a parlé de PDP, de PPF, de côté, on a parlé d'invoicing, d'e-reporting. En fait, voilà, tous ces termes-là sont expliqués également sur notre site. Donc, le webinaire, là, sera bien évidemment à votre disposition. Le support également, hein, que nous venons de défiler avec vous. Donc, sur la plateforme Wabikeo de télécharger les éléments et le webinaire sera mis à disposition, le replay, assez rapidement. Oui, donc on peut peut-être répondre effectivement aux 5 questions qui sont Ouais, il y a qui les ont questions. été, voilà. Mais alors, la première, c'est entreprises non établies en France, mais immatriculées à TVA en France, sont-elles concernées par la facturation électronique? Donc là, la réponse est non. L'entreprise n'est pas concernée directement. Après, elle va évidemment converser avec d'autres entreprises. Donc c'est l'autre entreprise qui va devoir faire remonter, mais elle, dans ce dispositif-là, n'est pas concernée par la facturation électronique aujourd'hui. La deuxième, c'est: je n'arrive pas à saisir les avantages d'un OD. Je ne sais pas si tu veux répondre, Sébastien. Ouais. Oui, oui. Alors, les avantages d'un OD, c'est quand, comme tout à l'heure je le disais, vous avez en interne dans votre entreprise des processus de validation. Voilà, je vais reprendre mon exemple d'un cheminement, d'un bon de commande, d'un BL et d'une facture fournisseur qui va permettre justement de répondre à la piste d'audit fiable. Voilà, nous avons des clients qui aujourd'hui ont un opérateur de démat en place qui le permet, il est en lien direct avec leur outil de gestion commerciale, hein, de bon de commande jusqu'à la facture fournisseur et client. Donc, dès qu'ils génèrent, admettons, un bon de commande dans leur outil de facturation, hein, du côté fournisseur, ils génèrent un document, ils rentrent dans cet outil de démat. Et cet outil de démat permet d'envoyer automatiquement au fournisseur une commande fournisseur. Et dès que vous recevez, admettons, si on part sur du négoce, hein, de la marchandise, et dès que vous recevez en fait la marchandise, vous allez générer le bon de livraison fournisseur, qui va venir automatiquement se pointer avec le bon de commande. Et puis demain, avec la facturation électronique, cet opérateur de démat qui va être connecté avec la PDP ou le PPF va venir chercher automatiquement la facture fournisseur et va venir pointer justement, OK, très bien, j'ai bien ma facture fournisseur, elle est complètement cohérente avec mon bon de livraison, OK, très bien, je check, je la valide, et après, elle s'envoie automatiquement dans la comptabilité. Voilà, c'est un exemple, l'opérateur de démat. Donc, ça sert aussi, ça fait aussi, ça englobe de la GED, voilà, de la gestion électronique de documents. Ça fait aussi cette fonctionnalité-là. Et l'avantage aussi d'un opérateur de démat, c'est quand vous avez plusieurs collaborateurs qui doivent se connecter, je dirais, justement à ces fameux BL, ces factures fournisseurs, également du côté client, eh bien, on n'a pas besoin d'ouvrir des droits pour les utilisateurs. Ah oui, moi, j'ai pas accès à la comptabilité, donc je ne vais pas pouvoir voir la facture fournisseur. Eh bien non, cet opérateur de démat va permettre encore plus de sécuriser votre système. OK, je ne donne pas l'accès à l'outil de comptabilité pour mon ou mes collaborateurs. Par contre, je leur donne simplement l'accès à l'outil de démat. Voilà, à l'opérateur de démat. Voilà. Donc, des choses et ça évite voilà, de mettre des droits un peu dans tous les sens. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Je sais pas si c'est très bien, c'est très bien. Et là, j'ai passé encore une autre sur justement le fait que pour les statuts, comme effectivement c'est l'émetteur qui doit déclarer qu'il a été payé, et bien en fait s'il le déclare pas, par réciprocité, la question est celui qui a reçu ne devrait pas pouvoir déduire. Donc il ne faut pas oublier que les règles de TVA ne changent absolument pas et que donc
si j'émets mon règlement, j'ai tout à fait la possibilité de déduire la TVA qui a été payée, même si l'autre entreprise, hein, tarde à acquitter cette réception, hein. Donc le fait générateur reste identique, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. L'autre opérateur qui tarde parce qu'il ne veut pas collecter, parce que lui, évidemment, il a cette problématique-là, s'il joue trop souvent à ça, il va finir par être détecté et donc il va se voir imposer des amendes pour dépôt tardif, hein, ne respectant pas les calendes. Et donc là-dessus, ils auront toute l'information puisque dans les fichiers, dans l'information qu'on fait remonter, on a la date de paiement, on a tout un ensemble de dispositifs. Donc là, il va devoir rendre également des comptes. Donc je pense qu'il ne jouera pas longtemps à ce jeu-là. La question suivante, c'est le PDP est-il légalement responsable si problème? Oui, alors si problème, évidemment que lui appartenant, hein. Si vous émettez une facture où il manque la très au quart des informations pour pouvoir la guider, évidemment, lui, il n'en est absolument pas responsable. Mais dès lors qu'il a acquitté la réception, c'est le dépôt, c'est-à-dire qu'il dit OK, j'ai reçu, je ne la rejette pas, il est responsable du cheminement. Donc s'il ne la dépose pas en temps et en heure au PDP ou au PPF, pardon, ou au PDP du client, eh bien, c'est lui qui est complètement responsable du dispositif et vous, en tant qu'entreprise, vous êtes exonéré de toute responsabilité là-dessus. Contrairement à si vous déposiez vous-même sur le PPF et là, vous seriez en première ligne sur des dépôts tardifs. J'ai une autre question sur quel support de stockage pouvons-nous conserver ces factures reçues et mises pour centralisation sans enlever sa valeur juridique? Là aussi, hein, j'ai répondu dans le chat, mais je reprécise que c'est vrai. Le PPF va conserver. Mais la conservation ne répond pas strictement sensu au dispositif des articles 289 et L102B de la loi de finances. Donc, vous êtes encore devoir à mettre en place un véritable archivage de toute la facture, hein. Là-dessus, les taxes n'ont pas été levées et donc ce qui veut dire que les PDP vont vous proposer ce type de service dans lequel ils vont sceller vos factures de telle manière à ce qu'elles conservent une valeur probante par le biais de signature électronique et puis par le biais d'un dispositif respectant des normes les NF Z43 et autres pour s'assurer que juridiquement, c'est bien un original qui est conservé de manière numérique. Évidemment, dans ce dispositif-là, hein, je conserve toutes mes factures sous forme numérique puisqu'elles n'ont jamais été papier. Et donc là, je n'ai plus le choix, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et enfin, est-ce que TGS sera en mesure de proposer une solution d'encaissement pour le e-commerce? Nous devons refaire notre site dans quelques mois et l'idée est de pouvoir intégrer directement les mises à jour au niveau du site afin de ne pas générer ces surcoûts de mise à jour. Ça c'est très bien, c'est très bien Jean-François. Et là, je vais peut-être laisser Sébastien répondre sur ce point précis. Oui, donc nous avons au sein de TGS France donc bien sûr des solutions, des solutions justement donc, d'encaissement. Après, je peux pas vous les citer parce qu'il est vraiment en fonction aussi de votre activité. On a des solutions spécialisées sur différents métiers. Et ces solutions, en effet, elles peuvent ou pas, voilà, donc là, c'est le cas pour vous, mais elles peuvent se connecter avec un site e-commerce, voilà, en passant par un web service, par des API, et qui va permettre justement que votre outil de solution d'encaissement va être le point central, voilà, en lien avec votre site e-commerce qui va venir aller chercher l'information et après converser avec justement PDP ou directement PPF. Donc en effet, oui, on propose des solutions, on peut vous accompagner en fait dans votre démarche et pour cela, idéalement, voilà, il faut qu'on arrive à se joindre voilà, pour comprendre votre activité, ce que vous faites aujourd'hui et comment vous voulez l'organiser pour pouvoir répondre du mieux à cette nouvelle voie. Ouais. Et donc, en forme de conclusion, je dirais que oui, il est urgent que vous équipiez d'un logiciel si ce n'est pas le cas. Malgré ce que vous pourrez lire, hein, puisque il y a effectivement une tolérance hein, qui est apparue et qui va prendre fin au 31/12/2027, dans lequel on peut continuer à déposer un PDP, un PDF, pardon, sur une plateforme
mais charge à vous pour valider toutes les informations. Parce qu'en fait, comme elles ne contiennent pas la totalité des informations, il va falloir les compléter. Donc c'est un travail qui va être pénible, qui ne fait que reporter parce qu'au 31/12/2027, vous n'aurez pas le choix, vous devrez être en facturation électronique. Donc je ne saurais trop vous conseiller de commencer à préparer tout ce phénomène-là et de commencer à vous intéresser à la mise en place d'un logiciel de facturation. Ça va vraiment vous faciliter la vie et vous ne verrez quasiment pas de différence. Alors que si vous restez papier, arc-bouté sur le papier, ça va faire très très mal à un moment donné parce que là, véritablement, on bascule dans le monde numérique à 100%. Et j'ai une dernière petite question. Comment un fichier FactureX peut-il être valide alors même qu'il n'est pas adossé à ce certificat? En fait, c'est le protocole et du moment que le chaînage est complet entre l'entreprise et le PPF, il considère que la facture qui est déposée est l'original. Donc elle n'a pas besoin, d'avoir de signature électronique, en clair, hein. Vous allez vous connecter avec le PPF avec, des identifiants qui permettent à l'administration fiscale de savoir qui est en train de déposer quoi et à partir de là, ils estiment que, c'est un original que vous déposez et donc de ce fait-là, il n'a pas à être signé, de manière, supplémentaire. Par contre, pour l'archivage et pour la conservation et pour respecter les textes, hein, l'obligation faite à l'entreprise de conserver ses factures, et bien là, effectivement, vous allez retrouver cette notion de certificat, alors soit par un tiers archiveur, soit par l'entreprise, directement. Et c'était l'avant-dernière, puisque je vois que ça apparaît encore. Sera-t-il possible de modifier la raison sociale du destinataire plusieurs mois après l'édition de la facture X, dans le cas où le destinataire est en cours de création de structure au moment de l'édition de la facture? Alors là, déjà, je vais répondre très simplement, c'est que s'il est en cours, il n'a pas de numéro sirène, donc on est dans l'impossibilité d'envoyer les factures. Donc là-dessus, on ne peut pas envoyer de facturation électronique tant qu'il n'est pas, géré par, la base sirène et qu'il n'a pas obtenu son numéro sirène. Donc on ne peut pas se retrouver dans ce cas-là et donc ce qui va peut-être se passer, c'est que vous allez, d'abord émettre des factures, papier avec la mention, sirette en cours d'obtention. Donc logiquement, si, il est mis en route, beh, il vous a communiqué, j'espère, une adresse, correcte. Sinon, bah, c'est simple, émission d'un avoir, réémission de la facture, avec les données, correctes. Sur ce dispositif, globalement, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on gère par avoir. On fait un avoir, on réémet la facture. Interdiction formelle de ce qui pouvait se passer lorsqu'on était sur des logiciels un peu permissifs ou de Word ou d'Excel, d'aller remodifier une facture déjà émise. C'est-à-dire que je remodifie les éléments, je change un peu le montant, je change un peu son adresse. Ça ne sera absolument plus possible en facturation électronique, hein. D'où l'importance d'avoir un logiciel qui vous aide et qui ne fait pas un frein, mais au contraire vous aide et vous apporte, une fluidité de cette information, de cette transmission de cette information. Voilà, je crois que, nous avons répondu à toutes vos questions. Sachez que de toute façon, c'est que la première. On reviendra, sur le second semestre 2023 pour vous apporter encore, quelques précisions puisque, les précisions vont continuer à arriver et qu'on vous apportera des réponses beaucoup plus précises, notamment par rapport à vos activités. On fera, certainement des webinaires, plus liés à l'activité pour répondre, à des cas plus, précis et qui vous concernent plus directement. Voilà et ben, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, bon appétit et merci d'être resté jusqu'au bout, sur un sujet qui n'est pas facile à appréhender. Bonne journée, merci, au revoir.